Là, on est allé dans l'urgence. Entre les donations sur Litchi, on va continuer, et le reste, ça nous a coûté 12 000 €. Et sachant que nos billets d'avion, l'essence sur place, etc., c'est à notre charge. Donc l'argent que vous nous avez donné, ça a servi uniquement à acheter des choses pour les soldats, que pour les soldats et directement pour les soldats. L'argent qu'on a ramené là-bas, c'est pas qu'on ne faisait pas confiance au gouvernement, loin de là. C'était vraiment dans un souci d'urgence, parce que si, c'est normal qu'un État vous leur donne de l'argent, c'est pas le lendemain qu'ils peuvent acheter des sacs de couchage, etc. Voilà. Il n'y a pas que nous qui sommes allés, il y a plein de gens, même ici dans la pièce. Il y a des gens de Russie, des gens des États-Unis, vraiment tout le monde s'est mobilisé. Et même à Yerevan, ils n'y croyaient pas, et tout le monde a donné un peu de vivres, un peu de nourriture, de l'argent. Il y en a qui ont envoyé à leurs amis pour acheter des vivres pour les soldats. Enfin, vraiment, c'est une mobilisation, vraiment personne s'y attendait, mais ça fait plaisir à voir. C'est pas juste sur Facebook, ou c'est pas que dans les journaux. Nous, au départ, on disait que c'était un peu enjolivé. On se disait que c'était pas vraiment comme ça sur place. Et c'était plus que... la mobilisation était plus forte que ce qui a été relaté. Donc nous, l'argent, on s'est dit, on va l'amener sur place et on va le dépenser directement, vraiment dans un souci d'urgence, parce qu'on a vraiment tous été surpris par la rapidité de l'agression. On ne s'y attendait pas. Et voilà, donc on a décidé d'y aller. Et quoi qu'il arrive, nous, on voulait y aller pour être à côté de nos soldats, à côté de la population sur place. On arrive jeudi à Yerevan. Arrivé à Yerevan, on rencontre le parti, les membres du bureau politique du Parti social-démocrate tchadien, dont Nguyen Darek, le président d'Arménie. Tout d'abord, ils nous font un bilan de la situation, parce que quelques jours avant, au moment de l'agression exacte, ils y étaient sur place, entre Radloum, Jabraï, en gros c'est au sud-est, le front s'est attaqué au sud-est. Ils nous ont fait donc un bilan, nous expliqué la situation, et on a défini ensemble les livres à acheter. Et c'est là qu'on a compris qu'à cause de la très forte mobilisation des Arméniens volontaires qui sont partis pour se battre, il manquait un grand nombre de sacs de couchage. C'est de là où est venue l'idée d'acheter justement des sacs de couchage. On reconnaît aussi Baskel Sislian, membre de la Zala, qui est aussi présent avec nous. En fait, on n'avait pas tout l'argent, le total de la somme récoltée. Quand on est parti, les gens continuent à donner. Donc on a fait déjà une grosse partie des achats. On a toutes les factures, on peut tout vous montrer. On a acheté du matériel pour faire les sacs de couchage, pour les coudre directement sur place. Donc on a ramené le matériel directement avec nous la première fois qu'on est parti là-bas. Donc là, vous voyez du tissu, des isolants pour faire les couettes des sacs de couchage. Alors, vraiment, quand on est parti, on a dit qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel, le plus urgent, et ce qu'on peut acheter sur place. Donc, il y avait des jumelles, des longues vues, des lunettes de vision thermique, tout ça. Donc, l'armée régulière, elle a tout ce qu'il faut. Par contre, tous les bénévoles n'ont pas, parce qu'il y a eu énormément de bénévoles, ils n'ont pas toujours tout. Donc, c'était surtout pour les bénévoles. Une fois les achats effectués à Yerevan, on prend la route pour aller à Stepanakert. On reconnaît aussi un des membres du parti, Harout au milieu, qui est aussi un volontaire qui partait pour le front de Jabraï, au sud-est. On arrive à Stepanakert.
on dépose le matériel qu'on a acheté pour la fabrique de sacs de couchage. À titre indicatif, on avait l'option d'acheter soit des sacs de couchage tout prêts, soit le matériel pour faire part le sac de couchage. Il y avait un facteur 2 sur le prix. On a pu acheter 500 sacs de couchage à faire faire. On a acheté 250 tout prêts, ça nous a paru une meilleure solution, sachant qu'en une semaine, tout était fini. Donc, là, c'est la fabrique de sacs de couchage. Ils ont commencé à les coudre dès qu'on est arrivé. Les femmes là-bas, elles cousaient jour et nuit tout le matériel qui arrivait. C'est directement édité, voilà, les sacs de couchage. Donc c'est de la bonne qualité, c'est imperméable, avec un coussin, etc. C'est vraiment un truc pas mal. Donc on a essayé de partir vraiment un peu partout. On avait une contrainte de temps aussi, et il faut savoir que la nuit là-bas c'est un peu dur de se déplacer. Donc en premier on est parti chez les volontaires. Donc il y a 3 types de soldats là-bas. Il y a les volontaires. Souvent ce qu'on appelle les Galvava, c'est les anciens combattants. Ils ont quasiment tous fait la première guerre. Il y a des vieux, des jeunes, il y a vraiment de tout. Donc là on est avec Razmig Madarian, qui est le chef de brigade, et une partie des volontaires. Donc là on voit d'autres volontaires qui partent là de Stepanakel pour aller au front. Et des camions comme ça, je vous assure que moi de mes yeux, j'en ai vu des dizaines et des dizaines partir de Yerevan. C'était incroyable. La population du peuple arménien était vraiment surprenante. Après avoir déposé les sacs de couchage, le lendemain, on rencontre le vice-premier ministre Arthur Arabédian et le colonel Bolayan. On discute de la situation avec eux pour avoir un bilan entre eux. On préfère avoir leur vision de la situation Internet, et évidemment. Ils nous expliquent la situation. On peut pas, évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas tout dévoiler non plus. Mais voilà, c'est là qu'on s'est rendu compte que les Arméniens ils sont vraiment battus comme des lions. Si vous saviez les chiffres exacts, vous ne me croirez pas, donc c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Les chiffres exacts. Entre les victimes côté azéri et les pertes qu'on avait côté arménien, la différence elle est plus que x10. Donc là, on a tout fait enregistrer par l'armée. Donc vraiment, ils sont très pointilleux sur ça. C'est même pas nous qui leur avons demandé, ils ont tout recensé, tout était à la peine près, la pioche, tout. Enfin, là, par exemple, là c'est pour Maldoni, on va le voir plus tard. Donc le premier front qu'on est allé voir, c'est Radlout. Donc voilà, les photos, il n'y a rien de sensible. Il y a quelques personnes qui ont dit vous ramenez des photos de là-bas, vous mettez en danger les soldats, pas du tout. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, c'est que des montagnes. De toute façon, ils se voient toute la journée, ils regardent, il n'y a vraiment rien de sensible. Les trucs sensibles, on les a pas. Donc là, vous voyez les tranchées, la mat. C'est ce qui a été creusé à la main durant toutes ces années. Il y a des nouvelles tranchées qui ont été creusées. Donc voilà, là c'est le premier Radlout. Il faut savoir que là-bas ça tire encore. Donc quand on était, c'est un des postes qui s'était fait attaquer, ça tirait encore quand on est parti. Il y avait des drones qui survolaient la zone. Voilà, c'était. Donc là, les soldats que vous voyez, celui qui est avec la cigarette, il a 65 ans. Il est malade, mais il est là, il reste, il veut rester, il ne partira pas. Donc, et le moral des jeunes est vraiment. On est toujours au sud-est de Là, on a un autre. Oui, c'est sud-est. C'était le point de l'attaque massive. Un des points. C'était pas que là, mais là ils ont attaqué aussi. Le moral des jeunes, vraiment, nous quand on est allé, on nous a demandé est-ce que vous avez eu peur ou pas. Moi, quand j'ai vu les jeunes qui étaient là, solides,
quand on leur demande comment ils vont, ils sourient. Voilà, on ne peut pas. Voilà, Il faut savoir que dans les différents postes, il y a un certain nombre de postes, il y a même pas mal de postes. Dans chaque poste, ils répartissent les soldats entre les soldats de l'armée régulière, les volontaires et les anciens combattants pour que l'expérience se transmette en fait des anciens combattants aux jeunes. Il n'y a pas de poste que des anciens de combattants, que des volontaires, que de l'armée régulière. C'est vraiment une mix pour transmettre l'information et la connaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on était là sur le front de Radlout, pendant une dizaine de minutes, ça tirait à la Kalachnikov de part et d'autre. Là-bas, il faut savoir que le bruit de la Kalachnikov, c'est un peu comme quand on est à Paris, le bruit des klaxons en fait. On fait. Et si vous voyez, il y a le. Ah, c'est pas mal ça. Ici, là, vous voyez un drone. C'est un drone azéri ? Ouais. Il faut savoir que c'est impossible de tirer sur un drone, les petits drones qui volent à 500 mètres, qui zigzaguent. Que ce soit du côté arménien ou du côté azéri, c'est impossible de viser et de détruire. C'est trop fluide en fait. Tu ne peux pas prendre le temps de viser. Après partir à Radlout, on a entendu de temps en temps, on s'enseignait un petit peu de l'actualité, on a entendu qu'il y avait les deux catholiques qui sont venus donc à Chouchi. On a décidé d'être sur place. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le rattachement en fait des soldats qui se battent, des soldats arméniens, des volontaires, des anciens combattants, qui se battent pour l'arménité, pour la terre arménienne, pour leur culture, pour leur histoire, pour leur terre, pour leur famille. Ce rattachement envers l'Église apostolique arménienne, c'est indissociable en fait, indissociable. Vous verrez des photos après sur le front. Parce que je tiens à dire, c'est un petit message personnel, mais l'Église apostolique arménienne, c'est arménien. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça a été créé par les Arméniens, pour les Arméniens. Et aujourd'hui, si l'arménité existe, c'est parce que sur une terre, il y a la terre, l'alphabet et la religion. On retire un de ces trois facteurs, l'arménité disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, on est parti dans la région de Macdonie, qui a été touchée aussi pendant les attaques. Il faut savoir que là, on est dans le Zolamas, la caserne. Et il y a un des missiles où le jeune est décédé, il atterrit sur l'école qui est à côté. L'enfant de 2 ans qui est mort. Un des premiers morts civils, c'était juste à côté dans l'école. La bombe a explosé juste à côté de lui. Donc là, on est venu les voir, on leur a dit voilà, clairement, qu'est-ce qu'il vous faut en premier, on a telle somme d'argent, dites-nous le plus urgent, ce qu'on peut acheter tout de suite dans la ville et vous le ramenez. Donc ils nous ont demandé des pelles, des pioches. Donc au départ, ça peut sembler dérisoire, mais en fait, pas tant que ça, parce que toutes les tranchées qui sont creusées, contrairement aux Azéris, elles sont creusées toutes à la main. Moi, j'ai eu les pelleteuses en face, les Azéris ont une journée, ils peuvent creuser. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est à la main, et voilà, les pelles, les pioches, c'est important. C'est pas qu'une question d'argent aussi, c'est une question de logistique, parce que déjà, pour aller acheter, on va dire la route, de faire l'aller-retour, de les amener jusqu'au front, ça peut durer 2 jours. 30 km, ça peut faire une journée facilement. Il y a cette problématique aussi. Et on nous a demandé aussi des lampes rechargeables, parce qu'ils n'ont pas l'électricité au front. Donc des lampes rechargeables pour recharger les téléphones, à l'énergie solaire, etc. À l'énergie solaire. Vous avez acheté tout ça sur place? Ça, c'était pas la carte, oui. On a tout acheté, il restait plus rien. En fait, on est allé dans les 3 boutiques de bricolage de Stepanakert, on a tout pris. C'est quand même pas du matériel courant qu'on achète. Il y avait. Par chance, il y avait. Dans de petits Castorama où l'armée avait déjà pris une grande partie. Tout ce qui venait d'arriver, tout ce qui restait, ça partait léger. D'autres personnes aussi venaient de Russie, on a vu.
des États-Unis, ils venaient, ils achetaient, ils ramenaient directement. Donc là, on voit les pelles, les pioches. On a chargé. Là, on est revenu à la base de Mardoni où les soldats nous ont aidés à décharger le matériel qu'on a entreposé dans leur logo. Une fois parti à la base de Mardoni, on est parti sur le front de Mardoni. Donc Mardoni, c'est à l'est. Hadrout, Jabraï, c'est sud-est, Mardoni, c'est est. Arrivé sur le front, on sait très bien que, on va pas se mentir, on sait très bien que pour passer le temps, voilà, on a acheté des vivres, des cigarettes, des gilets, de l'eau, papier toilette, enfin, tout ce qu'on a pu acheter de première nécessité, voilà, café, thé, toutes ces choses-là, on a acheté autant que possible pour différents postes. On ramène tout ça aux soldats. On reste avec eux l'après-midi, parce qu'on avait aussi envie de rester avec eux au front. C'était une envie personnelle, je pense, à Gaël et moi. Ils nous font visiter un petit peu comment est-ce qu'ils s'organisent dans les tranchées. À ce moment-là, on s'est réunis parce que ça a commencé à tirer à côté Azeri. Donc là, on attendait pour voir ce qui se passait. Ça tirait aussi évidemment du côté arménien. Ne vous inquiétez pas, ils savent pas faire les armes. Là, ça s'était calmé. On a un petit peu pour vous présenter, là, c'est les jeunes du service militaire. C'est vrai qu'on est allé avec eux aussi pour rapprocher un petit peu la diaspora du Halabar, parce que c'est une des choses les plus importantes. La diaspora, c'est pas juste pour faire des manifs contre les Azéris, même s'il faut. On doit participer physiquement, et eux, ça leur fait du bien, nous aussi. Ça nous fait du bien de les voir, et voilà, ils nous disent, au moins, on passe un petit peu de temps, et voilà, c'est pas le front. Reviens sur la photo. C'est pas juste se battre et rester, il y a aussi du temps à tuer. Il faut attendre, il faut surveiller, etc. Donc voilà, là, il y a un des jeunes, c'est à la partie, il a 18 ans, 4 mois de service. À côté, c'est un jeune de Yerevan, de Prospect. Voilà, il y a un peu de tout, c'est vraiment le peuple arménien qui est représenté. Après, sur les photos, voilà, il y a un bénévole en bas à gauche de Yerevan qui a 65 ans, qui a tenu, enfin, il n'était pas obligé de venir, il est venu. Il y a des jeunes, enfin, il y a des personnes des villages d'à côté. Là, vous voyez, il y a Alam, il a ses 2 enfants au front. Donc lui, il est réserviste, donc il a été appelé au front. Il y a Achot Zolabian, qui est le commandant sur place, donc on vous dira après, qui a été tué entre-temps. Donc là, vous voyez derrière la petite église qu'ils ont construite. Vous l'avez vu sur d'autres photos. On discute un peu aussi avec eux pour les soutenir moralement. Ce qui m'a surtout marqué, moi, c'est qu'on leur amène des livres et on dit tous abrek, comme si on avait fait quelque chose d'exceptionnel, même si on est fiers de ce qu'on a fait. Évidemment, c'est à eux qu'on doit dire abrek, ça c'est indéniable. Mais ils étaient tous très fiers aussi de nous voir arriver, ils se sentaient soutenus et c'est ce qui comptait aussi pour nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le premier jour on allait, on a demandé au commandant de quoi il avait besoin, donc on lui ramène, je sais pas, du thé, du café, des trucs pour les gars. Il dit, moi je veux juste des piles, tout le reste, j'ai besoin des piles pour les lunettes de vision nocturne, tout le reste c'est pas la peine. Donc, évidemment après on a ramené tout ce qu'il fallait. Voilà, les gars, ils ont vraiment le moral, ils demandent qu'à rester. Vous voyez, là, il y a des jeunes qui font le service militaire, des réservistes, des bénévoles, des gens de l'armée régulière, des commandants. Le soir, on est aussi resté manger avec eux.
Donc là, c'est la vue d'une des meurtrières. Donc là, c'est en face, vous voyez les Azéris. Donc là, ils étaient à une centaine de mètres en face. Donc on les entend. Des fois, ils se parlent entre eux. C'est vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dissociation entre arménité et religion arménienne. Et là, vous voyez ça, c'est-à-dire sur la limite du front Harabah-Azerbaïdjan, une église, une croix taillée dans la terre, une église construite dans la terre. Voilà, c'est pour vous donner la mentalité. Sur le terrain où on est, on ne voit pas d'artillerie en termes de matériel. On n'a pas mis les photos. Vous n'avez pas mis. Pour ne pas montrer les armes qui sont utilisées. Oui, il y en avait. Là où vous étiez, il y en avait. Il y en a. Les deux points que vous nous avez montrés, c'était des endroits de combat violents. À Mardoni, il y a eu des combats violents il y a 2 semaines. Et là, il y avait Pendant l'artillerie. il y avait de l'artillerie. Le jeune qui a été tué, c'était le 2 mai. Et c'était là où on était là. C'était 1 mois après l'arrêt du cessez-le-feu. Donc ça continue tous les jours en fait. Il n'y a pas d'endroit tranquille. C'est depuis 24 ans en fait. J'ai vu vraiment une cessez-le-feu. C'est vous, volontairement, vous ne montrez pas les images? Non. C'est nous-mêmes par conscience, on réfléchit quelles images montrer, quelles images pas montrer, sachant que certaines images ont été validées par les soldats et les commandants sur place en disant vous pouvez montrer ça, pas ça. Donc il y a des images qu'on ne montre pas évidemment. Non, mais je le comprends bien. Donc on est reparti à Stépanakel pour voir où en étaient les sacs de couchage, on a pisté. Là vous en voyez un fini. Voilà, donc c'est des sacs tout à fait normaux, bien faits, de qualité. Combien? On a fait 500. Et les matelas. Sachant qu'il en faut encore beaucoup. Je parlais avec Jean tout à l'heure, ils en ont envoyé 500 aussi. Il y en a de partout qui viennent, mais il en manque encore beaucoup. Et il y a énormément de monde qui est parti, donc voilà, ça, les ponchos pour la pluie, tout ça, c'est vachement important. Ça, il en faut beaucoup. Dites-vous qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes d'Arménie qui sont parties pour ce match-là. On revient à Yerevan au bout de 10 jours. Évidemment, pendant que Major sera là-bas, on continue à recevoir des dons en fait. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors, on a décidé de racheter encore des jumelles, mais surtout acheter 2 drones. Donc c'est des drones qui sont avec une caméra qui permet de voir en temps réel. Ça va à 500 mètres jusqu'à 2 km. Ça permet justement de surveiller les positions azéries pour voir les mouvements. C'est très efficace. Ça serait encore plus efficace s'il y avait d'autres types d'armements dessus, mais ça c'est pas dans nos moyens. On achète donc les 2 drones. Donc là, il y a des exemples de factures, on n'a pas tout mis, hein, mais voilà, ceux qui ont donné, ceux qui veulent, on tient à leur disposition tous les reçus. Donc, on est allé aussi sur le front de Taouch, parce qu'il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, là-bas ça avait bien pété. Et il y a eu des échauffourées aussi en Arménie même. Là c'est l'Arménie, c'est Shamshakin, c'est au sud du Taouch, c'est au nord de l'Aksevan. Donc c'est les mêmes tranchées, donc voilà, c'était pas. Là, vous voyez, on a ramené un des drones et des jumelles. Je peux passer. Donc voilà, on a fait le tour, on est resté avec les soldats. Et ensuite, on est retourné à Hadlout pour ramener un des drones aussi qu'on avait acheté. Donc on est parti les essayer avec eux. On ne va pas tout vous montrer non plus, mais voilà, c'est des ponts vraiment, c'est très très montagneux. Un des points les plus importants, c'est la surveillance.
l'espionnage, etc. Parce que les Azéris, eux, ont tout ce qu'il faut. Ils ont vraiment de quoi bien surveiller. Donc nous, on a un petit manque de ce côté-là. Bientôt, Pas encore dans 1 an et demi, il sera opérationnel. On voulait rendre hommage à Chod Zorabian. Évidemment, il faudrait rendre hommage à la centaine d'Arméniens qui ont été, Arméniens et Kharabarti, qui ont été tués. On veut rendre hommage à Chod, en fait, parce qu'on l'a connu. C'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Donc, il avait 25 ans, il était de Yerevan, il devait se marier le 14 août. Et il est mort au front le 1er mai. Sachant que le cessez-le-feu était le 5 ou 6 avril, je ne sais plus. Donc voilà, 1 mois après, il est mort. Donc il n'y a pas de cessez-le-feu en fait. Il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est le jeune que vous voyez à gauche en train de manger, qui nous a accueillis avec merveille, avec qui on a discuté, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un de très patriote, très arménien. C'est. Voilà, là on le voit aussi. Voilà, on voulait lui rendre un hommage et. Ce qu'on a décidé pour poursuivre, c'est de continuer la collecte de dons. On n'est pas les seuls à collecter des dons, voilà, pour donner à qui vous pouvez. Vraiment, n'hésitez pas. Le message qu'on voulait faire passer aussi, c'était que vraiment, ça fait 24 ans, on est en guerre. C'est vrai qu'on se réveille que maintenant, c'est indéniable, mais il faut vraiment qu'on fasse le boulot maintenant en diaspora. Bon, c'est un peu dur le retour. On va retourner, donc on a décidé aussi de faire une campagne de dons de matériel. Donc vous pouvez nous contacter pour donner des jumelles, des drones, tout ce que vous pouvez. Aussi, s'il y en a parmi vous qui connaissent des gens qui s'y connaissent en drone, qui nous fassent parvenir les messages, enfin les coordonnées de ces personnes. Parce que ce qu'on voudrait dans l'absolu, c'est de récolter entre 50 et 100 000 euros. Vraiment pour faire notre partie du job, pour l'amener directement là-bas. On va donner aussi ce qu'on peut, parce que le gouvernement de la République de Haut-Karabakh a fait une campagne, une collecte de dons. Je crois qu'on en est à 6 ou 8 millions de dollars. On va donner aussi directement là-bas. On remercie tous ceux qui ont donné, qui ont participé. On remercie aussi les soldats qui nous ont accueillis là-bas. Merci. Donc si vous avez des questions... Monsieur l'ambassadeur de la République de Haut-Karabakh, si vous voulez dire un mot sur la situation, Et n'hésitez pas à lui poser des questions aussi, s'il vous plaît. C'est pas un rêve. առաջին իհարկե πολύ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր այս նախաձեռնության համար Արցախ մեկնելու զգացվում է տեսանելի է նաև ձեր ուզմունքը, ձեր ոգևորությունը միևնույն ժամանակ եւ սա է արտացոլում, սա է նաև բնորոշում մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, որտեղ էլ այդ ազգը լինի այս պահին ապրելիս Արցախում, Հայաստանում, թե Փարիզում կամ Մոսկվայում. Si vous me permettez, je vais continuer en français parce que j'ai l'impression que
dans la salle, il n'y a pas que des arménophones. Merci. Une fois encore, merci. Merci du fond du cœur de votre engagement. Merci pour ces images. Je confirme tout ce que vous venez de dire. Je rentre de Stepanakert, je suis rentré dimanche dernier. Il y a une extrêmement forte détermination qui presque étonne, parce que dans un parfait décalage avec la situation, parce que la situation est grave, il y a un risque de reprise de la guerre, des opérations militaires à tout moment. Il y a une forte accumulation, en tout cas partie arménienne que j'ai vue, technique, soldats. Nos renseignements disent qu'il y a des fortes accumulations aussi du côté azerbaïdjanais. Évidemment, dans ces conditions, le risque est très important pour qu'avec une provocation ou avec une petite occasion puisse devenir vraiment le prétexte d'opérations d'envergure. Cette détermination existe chez les militaires comme chez l'ensemble de la population et probablement, je vais peut-être m'étonner certainement, mais même presque choqué. Il y a beaucoup de soldats qui nous disent qu'ils attendent avec impatience que l'Azerbaïdjan fasse un faux pas. Un faux pas pour qu'ils puissent donner une bonne leçon, comme ils le disent. Donner une bonne leçon aux Azerbaïdjanais. Deuxième chose que j'ai remarqué au Karabakh, et ça c'est vraiment très étonnant, c'est qu'il y a une personnification de l'adversaire. En fait, tous ceux à qui j'ai parlé, je parle des militaires, hein, pas des politiques, ils voient comme leur adversaire, comme leur ennemi, le président Aliyev. Le président Aliyev. Et c'est étonnant de voir ces soldats, ces militaires qui ont perdu et qui perdent encore, comme vous dites, encore aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu, des amis, tient pour responsable avant tout de cette situation le président azerbaïdjanais. Et un soldat qui me raconte une anecdote en disant qu'ils avaient ramassé un téléphone qui venait d'un soldat azerbaïdjanais et que son épouse sans cesse téléphonait. L'épouse de l'Azerbaïdjanais, du soldat azerbaïdjanais, les nôtres ne répondaient pas, mais les appels sont devenus tellement incessants qu'ils ont répondu, qu'ils ont décidé de répondre. Donc ils ont répondu, évidemment, ils ont parlé d'abord en arménien et puis en russe. La femme azerbaïdjanaise de l'autre côté a compris, elle a commencé à pleurer, tomber dans le sanglot, mais cette situation qui m'était racontée par un soldat arménien me montrait que, et j'étais aussi ému parce que de l'autre côté il y a des êtres humains et c'est une situation que même les militaires, comprennent avec beaucoup d'humanisme, même dans une situation où pratiquement toutes les semaines ils perdent des amis sur le front. Aujourd'hui, j'ai lu avec beaucoup de... en tout cas, oui, les déclarations du ministre de la Défense du Karabakh, des déclarations rassurantes qui disaient qu'il était presque certain que la situation n'allait pas dégénérer davantage et que l'accalmie relative qu'on a aujourd'hui sur la ligne de front allait se poursuivre ou allait se consolider. Je l'espère de tout cœur, car une fois encore, ce qui compte, c'est surtout les vies de nos militaires, de nos soldats, de nos compatriotes jeunes, 18-20 ans appelés, qui sont sur place et qui protègent les frontières. Et tout à l'heure, vous disiez qu'ils protègent leur terre, et vous avez dit qu'ils protégeaient leur famille. Effectivement, nos soldats ne protègent pas seulement des frontières, ils protègent des êtres humains, ils protègent leur famille, parce que si jamais cette protection, cette défense
c'est fissuré, il y a un véritable risque que ces familles qui vivent au Haut-Karabakh aujourd'hui, leur intégrité physique soit vraiment mise en danger. C'est tout ce que je vais vous dire. Et effectivement, pour que ce ne soit pas un monologue, et avec grand plaisir, je essaierai de répondre à vos questions si vous en avez bien entendu. Est-ce que, vu de loin comme ça, est-ce qu'on a tellement de questions à poser sur le fond, comment ça fonctionne? On a l'impression qu'on tranchait, c'est un peu tranché la guerre du Il y a eu des questions à poser sur le plan militaire, on a du mal à comprendre comment ces hommes sont de part et d'autre d'une frontière qui n'existe pas. Il n'y a pas de fleuve, on n'est pas de chaque côté d'une montagne, donc c'est compliqué. On connaît un peu le Haut-Karabakh, mais certaines positions sont plus faciles à défendre. Là, on a l'impression qu'on est dans les tranchées de la guerre de 4 ans. Mais votre impression à vous, en tant qu'officiel et ambassadeur du Haut-Karabakh, est-ce que les Azéris ont tenté vraiment, on dit qu'il y a 4 colonnes qui ont foncé sur le Haut-Karabakh, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont tenté d'anéantir le Haut-Karabakh, ils ont été stoppés, ou c'est une épreuve qu'on veut infliger au Haut-Karabakh pour démoraliser, et ça n'a pas marché, mais pour démoraliser le Haut-Karabakh? Est-ce que c'est une épreuve, une tentative, ou est-ce que c'était vraiment le début de la guerre? Je parle sous le contrôle de l'attaché militaire de l'ambassade d'Arménie. Il est certainement beaucoup plus au courant, mais je vais vous donner une impression personnelle. J'ai l'impression que cette guerre de 4 jours a été une guerre locale, malgré tout ce qu'on dit. Quand je dis locale, je ne crois pas que l'Azerbaïdjan avait l'objectif de détruire Stepanakert, de détruire le cœur du Haut-Karabakh, et qui ont été stoppés. Ils ont été stoppés, certes, mais l'impression que j'ai, c'est qu'ils avaient l'intention d'avancer des positions, mais ne pas aller jusqu'au cœur de Stepanakert. Alors il y a plusieurs éléments qui me font de dire cela. Et On pourrait le faire avec des missiles. ils pouvaient faire avec des missiles, ils pouvaient faire avec de l'aviation, donc avec des avions qu'ils ont. Ils pouvaient bombarder la capitale du Haut-Karabakh plutôt aisément. Ils pouvaient engager l'ensemble de leur armée, et cela n'a pas été fait, ce qui laisse penser que l'intention première était d'avancer des positions, d'avancer quelques 15, 20, 25 kilomètres, donc dans des profondeurs. Hein. Mais dire que l'objectif premier était l'anéantissement dans son intégralité du Haut-Karabakh, honnêtement, je n'ai pas d'éléments qui prouvent, qui témoignent de cela pour que je vous dise oui, ça a été le cas. Les Azerbaïdjanais ont vraiment préparé cette attaque. Tous les militaires avec qui j'ai parlé, et j'insiste sur le mot militaire parce que les militaires, d'une part, ils ne sont pas comme les politiques, comme nous, c'est-à-dire il n'y a pas une part de communication dans leur discours, et puis ce sont des témoins oculaires de ce qui s'est passé en fait. Ils ont vu eux-mêmes, ils ont vécu la situation, donc minute par minute, heure par heure. Ces militaires parlent de l'engagement des hommes, de très nombreux hommes, de très nombreux militaires azerbaïdjanais, de très nombreux, qui tout au coup ont commencé à attaquer les positions de l'armée du Haut-Karabakh, qui étaient parallèlement accompagnées ces attaques par une artillerie, par des bombardements des missiles, par l'artillerie. Et on a dit que pratiquement 95% des militaires tués étaient dus à ces bombardements de l'artillerie. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de corps à corps où les militaires se sont rencontrés et par courage ou par détermination, les militaires arméniens ont commencé à résister. Donc en gros,
tout ce m'ont dit les militaires, c'est que effectivement, ils ont mis sur ce manquement, monsieur le colonel probablement nous dira davantage, c'est qu'il y avait une forme d'une protection, enfin, une nécessité d'être protégé davantage face à des missiles qui sont tombés comme une pluie sur les positions militaires du Haut-Karabakh. Et c'est ça qui a causé le plus grand nombre de pertes dans nos positions. Et effectivement, comme vous dites, ça rappelle la guerre de 14-18, les tranchées sont comme ça. Et il faudrait peut-être réfléchir, je ne suis pas militaire, je ne me connais pas en fait, mais peut-être bunkériser, ou faire en sorte pour que les missiles ne tuent pas aussi facilement. Parce que les militaires azerbaïdjanais n'arrivent pas à tuer, ils sont loin, ils ne s'engagent pas, il y a une forte détermination, courage de la part des Karabakhiens, mais les missiles tuent. Et ces missiles arrivent plutôt facilement sur les positions. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est découvert. Absolument, c'est découvert. Aujourd'hui, au Karabakh, vous avez deux villages. On a parlé de Talish et Madaris, dont la population a été évacuée. Donc les villageois sont devenus des personnes déplacées. Hein. Il y a environ dans les deux villages 1000 personnes, et ces 1000 personnes ont été évacuées parce que la situation est dangereuse. Leur situation est dangereuse, dans la mesure où il n'y a pas la sécurité nécessaire du fait que les Azerbaïdjanais ont pris sous leur contrôle quelques avant-postes, quelques hauteurs, comme on dit. Ces hauteurs leur permettent de plus aisément, s'ils le souhaitent, descendre et donc d'attaquer ces populations civiles. Et pour l'instant, cette population ne retourne pas dans leur village parce que les autorités n'ont pas encore sécurisé d'une manière intégrale ces deux villages, Madaris et Talish. Si ça peut rassurer, juste à titre d'information, mais je ne dis pas pour qu'on soit rassuré, de l'autre côté de l'Azerbaïdjan, de l'autre côté de la ligne de front, c'est pareil. Il y a des villages qui sont vidés parce qu'il y a un risque. Parce qu'il y a un risque de bombardement de notre part. Et donc il y a des villages relativement plus découverts que d'autres où des populations civiles ont été évacuées aussi côté azerbaïdjanais. Voici la situation telle que j'ai vue sur la ligne de front. Et j'étais surtout à Martakert, dans le nord du pays, où il y a eu aussi ces bombardements intenses, d'abord sur la ville de Martakert, où il y a une dizaine de maisons qui ont été touchées dans leur cœur, et puis une centaine de maisons qui sont plus ou moins partiellement touchées, on va dire. Hein, pas détruites, mais touchées. Alors c'était quoi l'objectif de Zeri? C'est de donner un message aux Russes? C'est quoi? D'après vous, si c'était pas la guerre? C'était de renforcer leur position militaire, à mon sens. Évidemment politique aussi, parce qu'une fois la position militaire renforcée, on est plus fort autour de la table des négociations. On est plus fort parce que le message azerbaïdjanais, pas maintenant, mais depuis 7 ans au moins, c'est de dire si vous voulez la paix, c'est de dire à nous, au Karabakh, si vous voulez la paix, retournez-nous les territoires qui, soi-disant, nous appartiennent. Et donc, c'était une démonstration, une tentative en tout cas de démonstration que, voyez-vous, si vous ne retournez pas les territoires d'une manière, on va dire, bénévole, par la force, on est capable, on est en mesure de venir et de reprendre. Donc, paix contre des territoires, c'est le message de la diplomatie azerbaïdjanaise depuis maintenant pratiquement 8 ans. Hein, alors que, évidemment, notre diplomatie surtout travaille sur le fait que le Haut-Karabakh, le statut du Haut-Karabakh soit défini, quand je dis statut du Karabakh, avec cette autodétermination externe, hein, autodétermination en dehors de l'Azerbaïdjan, pas dans le cadre de l'Azerbaïdjan. Et je crois que l'Azerbaïdjan a essayé de faire cela. Je crois aussi que l'Azerbaïdjan
il l'a fait également parce que nous sommes dans une situation, ce n'est pas un secret, difficile économiquement dans ce pays, l'Azerbaïdjan, où il y a des mécontentements. Avant-hier, je lisais un papier où il disait que la popularité du président Aliyev a explosé, paraît-il, et il est à 94%, comme si ce n'était pas le cas avant. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est vrai ou c'est toujours c'est un chiffre artificiel qu'on nous présente, mais ça peut éventuellement être vrai parce que effectivement une guerre de la part de ce pouvoir est aussi faite pour qu'il y ait une mobilisation de la population azerbaïdjanaise, du peuple azerbaïdjanais autour de ce pouvoir qui est dictatorial et qui crée cette situation difficile en Azerbaïdjan. Et pourquoi je dis que je ne crois pas que l'Azerbaïdjan a l'intention d'avoir une guerre totale? Parce que je suis profondément convaincu que l'Azerbaïdjan, enfin pas l'Azerbaïdjan, mais le pouvoir en place n'a pas intérêt que le problème du Karabakh soit réglé définitivement. N'a pas l'intérêt parce que cela aide justement de garder ce côté bouc émissaire et donc punir ceux qu'ils souhaitent en Azerbaïdjan et donc garder toujours cette menace, soi-disant menace artificielle créée dans les esprits des Azerbaïdjanais. Et puis deuxièmement, comme on dit, une guerre, on peut commencer avec un certain nombre de projets, mais c'est pas toujours, la guerre ne se déroule pas comme on a planifié dans nos esprits. Et là, le pouvoir en place peut-être risque un peu plus que la perte d'un millier ou de plusieurs centaines de militaires azerbaïdjanais. Il risque la perte du pouvoir, et ça c'est quelque chose qui, l'idée même, est insupportable pour le pouvoir en place, parce que je crois que ce pouvoir, avant tout, pense à se maintenir, ce régime, avant tout, pense à se maintenir en Azerbaïdjan au pouvoir et pas régler le problème du Karabakh. Pardon? Moi j'avais une question plus encore sur nos alliés, nos soi-disant alliés, parce que sur l'aspect technique, on dit que l'Azerbaïdjan s'est préparé à cette guerre, donc il y a eu des mouvements de troupes importants. D'un autre côté, on sait que c'est une zone sensible, donc il doit y avoir automatiquement plein de satellites en train de surveiller cette zone. Et malgré tout, on a été pris par surprise, comme si cette information, elle n'a pas été divulguée. Quand on voit à la télé les précédentes guerres, on voit toujours des photos de satellites qui nous montrent des mouvements de troupes. Là, on n'a rien vu. Et là, j'ai encore cette question, disons, je me pose sur cette question. Nos alliés, la France, le groupe de Minsk, la France, les États-Unis et la Russie, ont automatiquement des satellites sur cette région. Ils ont dû voir ce qui se passait. Et moi, je ne comprends pas pourquoi l'Arménie a été prise par surprise. La Russie, la France, les États-Unis, pourquoi l'information n'a pas été diffusée? Comme si on voulait qu'il y ait... Moi, je ne comprends pas. C'est comme sur Google Maps, vous allez... Sur Google Maps, je m'étais amusé à voir, en fait, pas amusé, mais je voulais voir en fait où étaient les zones de combat. Vous allez sur Google Maps, vous voyez automatiquement nos tranchées. Vous les voyez, donc c'est-à-dire vous appuyez, vous voyez l'altitude, la longitude, c'est très simple. Alors je ne sais pas si nous, on change régulièrement nos tranchées, mais sur Google Maps, vous y allez, vous voyez automatiquement nos tranchées, même celles des Azéris. Alors, diplomatiquement, les pays que vous venez de citer, c'est-à-dire... Volkan Dax, Azerbaycan'ı kaşfi, hayırın separe, parol parlektir o verne. Kahvada, anga kapar, ama sarayın kahvada canı ceren. Tuk kahvada kadur. Harçum me bada sanete, uçum ediniz, dile gelen kotur. Çünkü çayı separ. Yesko demanori Peskovski. Hayun kahvada mutunu. Norçe, ben çarten araç. İmçer badade. Aylabeş çarçer badayır. Zıravsın bu da. Hay xağanik, kitsev araze, hayun adu kahakakan uşer,
երեխային խաղին պես կխաղա։ Զարգի զարգվար ինձ կատկաչ։ Excusez-moi, là, on parle concrètement, nous on n'est pas venus pour... Երկու կողմեն էլ այդունը գողոցի գոր, ադրբեջանեն էլ գողոցի գոր այդունը, նուն չապը որ հայունը գողոցի, անալ մարդ է, ով սավ ադրբեջանի զորկը դելնիլ գուզե, բայց ճարճակ չուզեր, հայուն սպանել, բայց ստիպած կներ մի գոր, երկու կողմն էլ զոհ է, մարդկային զոհ է, աննորմալ, դպարյալ, ադրբեջան ասանգե, հայը ասանգե, հայը միշտ հացարի կաղաքակել է, լեզյով, ուր է շահը, հայում, քերեսմանները նվեր բիլամետի, մինակ, անունը կաղ, անունը Ղարաբաղ բիլա, քերեսմաններն, ուրիշ շահ չունիս, որոշած են համաշխարհային քաղաքականությունը, համաշխարհային քաղաքականությունն դիլոքսեք, որ ատշերդը Ստալինին ստրակտան պիվերջան։ Դու դեսնան։ Դες փող գրվին ատխեղ ճոճուկները, չպավեք կերեսմանները, աչկով ստեցա, ու պիրիներ են ես, ատ կերեսմանները։ Մինակ շենյան դպավեք, Ղարաբաղյան շենյան, որ զավագը Ցերկենտարնեն դիագ պրեն վրան դնել են, հայը, ինչերը սեցի Ղարաբաղեն ես ակարցի, ուրեմն, ես պիտներեմ, հայում, ծարիք հերոսությունը, դեր համանավարտությունը չեր վերջացած, Ղարաբաղի բավերազմն կազմակերպեցին Փարիզ, Պիերենի սրահի մեջ ներգա եղավ, ուրիշ հարցորդացի խելքովս, մի ճեշտ չեր անցներ, աս բավերազմը հայը սկսավ, հայը թժվախտ է մեջ են ելար։ Ադրբեջանի գրիվ չէ ասի, աշխարհի տեղ, ասվերջին բادرազմեն տեղ, արկիրված էր ասվետ բادرազմը։ Հանգած, դեր համանավարությունը չանցնած, at հողը մեծի, հոսեն կանակ, պրոգրամը, Ադրբեջանի գրիվի գետա, բան չկա, Matengos! Աշուշանքի, ես սիվար չեմ, ես ապրել գուզեմ, սայստուն զարն է հիմա, բայց կերեսմանները երբ որ գիրիշ եմ, չեն ներես։ Բավյալ, ասի կաղեկականություն չէ, ուր է շահերնից տղաս, ոտ կացերեք նգարել եք, ինչ նգարել, ասխեք չոչուկները ասում կապիտ մերդի։ Պիտի մերդի ասում կապիտ։ Բավյալ! Չէ, նույն կավատություն ես կեպտամ ասկան, ես ուզած որ չակ ուզեմ խոցի, ինձ ուզեցիցի, եկա խոցելու համար։ Այո, բայց մենակ դուք չի գաք։ Երբ որ մեղքդ չխոցից, Ամեն մահեր վերջ կժող, բարակ խոսք է պիտը, ագարայը դպատներ։ Զորքը օրական ապրատուտ է։ Այո, եկ պիտի լմնայ նան։ Ասված կենալ էր արդեն, բարը այս խաչը կորդեր։ Բավյալ, ինչ հարցում։ Ես աշատ նոսերի, բադասխաններ ունգուզին գեղերը չլեցուներ։ Հացի? Ես հիմա կեցամ գիցկում, հա? Միան կարակություն Բավյալ, իմ դեսածս Հայաստան, անտարելի է նրը։ Գոպավե։ Կարակատը դա ես խարապ։ Sus, ima! Sus! Գոպավե։ Sus! Ամիակ դուղորա։ Meno, besas Հիմա հոք։ Si vous permettez, diplomatiquement, les pays que vous venez de citer, c'est-à-dire de Minsk, de l'OSCE, on ne les appelle pas des alliés, mais des pays médiateurs.
Donc, Yazda hayır mı? par leur nature de médiation, ce sont des pays par définition neutres qui doivent garder une neutralité et donc accompagner les partenaires pour régler le problème conflictuel. De ce fait, aucun de ces pays, ni les Russes, ni la Russie, ni la France, ni les États-Unis, ne se considèrent pas comme un pays allié de l'Arménie et encore moins du Karabakh, bien entendu. À partir de ce moment-là, et je crois que cette attaque azerbaïdjanaise a été là aussi, pour non seulement diplomatiquement, mais aussi militairement nous rappeler que s'il y avait une entité sur laquelle nous devrions compter véritablement, c'était l'armée, les soldats, les militaires qui protègent nos frontières, et c'est l'entité d'éléments sur lequel nous pouvons avoir une confiance intégrale et ne pas attendre que les Russes ou les Américains ou les Français nous disent quelque chose et puis dire pourquoi ils l'ont pas dit. Ils sont peut-être dans le rôle, peut-être pas, ce n'est pas à moi de juger, les diplomates ou les militaires. En tout cas, cette information n'a pas été donnée. Pire encore, nos services de renseignement, il y a eu, il y a quelques jours, j'étais au Karabakh et le président de la République, Bako Saakyan, lui-même a dit qu'il y a eu quelques manquements dans les services de renseignement pour évaluer dans leur intégralité cette menace, ce risque imminent qui était la guerre, l'agression azerbaïdjanaise le 1er du 2 avril 2016. Voilà. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Honnêtement, je ne peux pas répondre, mais d'une manière générale, c'est un jeu géopolitique, et dans le jeu géopolitique, il y a des intérêts pour, contre, etc. Mais une fois encore, ça là, la situation que nous vivons aujourd'hui prouve tous les jours que nous devons compter sur nos forces, sur notre unité. Nous avons la capacité de le faire parce que nos soldats sont braves, parce que nos soldats sont déterminés, parce qu'il y a une forte mobilisation, vous l'avez vu, des Arméniens, mais au-delà des Arméniens, de beaucoup de personnes autour de cette entité qui est le Karabakh qui veut vivre sa liberté ou tout simplement vivre. Et je crois que nous avons cette capacité, tout simplement, si on peut gommer qu'il y ait quelques manquements ou quelques erreurs ou quelques, on va dire, défauts que nous avions jusque-là dans notre organisation, dans nos visions, chacun dans notre travail, on peut faire beaucoup mieux. Et j'espère que cette situation va nous aider à prendre conscience d'une extrême profondeur qu'il dépend de nous-mêmes et de notre travail et de notre organisation, de notre on va dire, je ne vais pas utiliser ce mot comme une banalité, mais vraiment de notre patriotisme. Et dans le patriotisme, je mets à la fois la démocratie, à la fois la lutte contre la corruption, mais tout cela pour sécuriser le plus possible nos frontières. Que ce soit les frontières de la République d'Arménie comme les frontières de la République du Karabakh. Alors, chère madame, si vous me permettez, je vais vous répondre aussi. Je vais vous répondre. Vous savez, այս տարի մոտավորապես 15 օր առաջ մենք բոլորս Փարիզում, Մոսկվայում, Ստեփանակերտում, Երևանում կամ աշխարհի տարբեր կենտրոններում հիշում էինք հայոց ցեղասպանության 101-րդ ամյակը, եւ ամեն տարի ապրիլի 24-ից մինչև մյուս ապրիլի 24-ը հավաքվում ենք վերհարգանքի տուրքն ենք մատուցում
1.5 միլիոն զոհվածների, որոնք սպանվեցին Թուրքիայում, թուրքական կառավարության կողմից, որովհետև հայ էին։ Ադրբեջանի իշխանությունը արդեն 25 տարի է փորձում է նույն բանը իրականացնել Ադրբեջանում, Ադրբեջանի հայերի նկատմամբ։ Ասել, որ դիմադրել Ադրբեջանի իշխանությանը, դա նշանակում է պատերազմը հրահրել։ Իմ կարծիքով աբսուրդ է այն աստիճանի, որ այդ կարգի մտածելակերպը պարզապես դրա հետևանքը կլինի երկրորդ ցեղասպանություն այս անգամ Ղարաբաղում։ Հետո նորից կհավաքվենք, 101 տարի կսկսենք լայցել, ասելով կջարդեցինք։ Այն ինչ որ անում է Ղարաբաղցին այսօր, դա հերոսություն է, որովհետև Ղարաբաղցին այսօր պաշտպանում է ամբողջ մի ժողովրդի, որը ապրում է այդ տարածքում։ Եվ եթե Ղարաբաղցի զինվորը դա չանի, նույն բանը պիտի տեղի ունենա, ինչ որ 101 տարի առաջ տեղի ունեցավ Օսմանյան Թուրքիայում։ Սա ես կարող եմ ասել, եւ ես պարզապես խոնարհում եմ ու շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր գիտակցում եւ իրենց կյանքը զոհաբերում են, իրենց կյանքը զոհաբերելով իրենց իմաստն են հավատում այս Ներողություն, գպատա իրևս, ամոտ եք սրվածը։ Գպատա իրևս։ Ամոտ է հրացըտ։ Ամոտ է հրացըտ։ Ամոտ է հրացըտ։ Դուն ես ադրբեջանցին իմ ադրբեջանցին ավելի գահարկեմ։ Voyez, d'autres phrases que je vous ai dit, c'est des phrases que des soldats, des jeunes soldats de 20 ans, ils m'ont dit, on n'est plus en 1915, les Turcs nous ont appris comment faire. Et la deuxième phrase qu'ils m'ont dit, c'est pas le groupe de Minsk, c'est pas les Russes, c'est pas la France, c'est pas les USA, c'est pas l'ONU qui peut nous protéger, la seule chose qui peut nous protéger c'est ça, et en montrant ça, ils m'ont montré un Kalachnikov. C'est tout. S'ils arrêtent de se battre, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. On est là, c'est terminé. C'est ça, on va voir. C'est ça, Camilla. Allez, laissez-moi aussi, abonnez. Abonnez, dis-moi si t'as les deux. Bravo. Il y a d'autres questions? On va passer aux 3 dernières questions. Première question ici, d'accord. On va passer Je voulais poser la question si l'Azerbaïdjan décidait vraiment de l'attaquer le Karabakh, est-ce que la volonté des soldats suffirait pour se battre, enfin pour contrer l'armée azerbaïdjanaise? Et il ne faut pas oublier les Turcs qui sont derrière les Azerbaïdjanais. Donc, est-ce que juste la volonté, comme il y a 24 ans ça a suffi, est-ce qu'aujourd'hui ça suffirait? Est-ce que c'est l'utopie? Non, ce n'est pas de l'utopie dans le sens où l'attaque azerbaïdjanaise, même si je le qualifie d'une attaque locale ou d'une guerre locale, a été stoppée. C'est-à-dire, l'Azerbaïdjan n'avait pas l'intention de prendre 2 hauteurs et s'arrêter là. L'Azerbaïdjan, à mon sens, avait l'intention d'aller beaucoup plus loin. Et ce sont nos soldats qui ont stoppé net cette agression, cette attaque. Ce ne sont pas les autres qui sont venus. Donc cette détermination, certes, il y a une détermination, mais il y a aussi une préparation. Hein. Évidemment, on parle des manquements, on parle des défauts, on parle de tout ça. Mais n'oublions pas que depuis 5 ans, l'Azerbaïdjan déclare avoir un budget militaire de 5 milliards de dollars tous les ans. Donc 25 milliards de dollars en 5 ans. Un surarmement. Et c'est cet Azerbaïdjan qui, tous les jours, du matin au soir, dit si je veux,
je vais en 3 jours aller jusqu'à Stepanakert, si je veux même aller à Yerevan, et le président Aliyev déclare je peux prendre un thé à Yerevan, à Chouchi, etc. etc. Et c'est cette armée, tant vantée par l'Azerbaïdjan, et tant, on va dire, mystifiée par le pouvoir en place de Bakou, qui a été stoppée sur la frontière. Il a dit que c'était une des meilleures armées du monde. Une des meilleures armées du monde. Et cette armée a été stoppée par le Karabakh. Je vous rappelle que l'Arménie n'est pas entrée en guerre. La République d'Arménie n'est pas entrée en guerre. Si vous voulez, si le Karabakh, je ne sais pas, qui est entre 15-20% des forces militaires de cette grande armée arménienne, hein, avec 20% des forces, 15-20%, on a stoppé cette armée qu'on disait surarmée, surpuissante et capable d'aller jusqu'à Yerevan même. Et ce n'est pas humaniste qui ne le faisait pas. C'est ça la réalité. C'est vraiment ça la réalité. Donc il n'y a pas qu'une détermination, il n'y a pas juste une volonté d'agir, il y a aussi une capacité d'agir, il y a aussi une capacité de résistance, il y a aussi, évidemment, dans une guerre, on souhaite toujours avoir des armes les plus sophistiquées, parce que les armes les plus sophistiquées, nous pensons que ces armes vont faire en sorte pour que plus de vies humaines soient épargnées, et que nos jeunes soldats de 18, de 20 ans ne payent pas par leur vie, si on avait des armes sophistiquées. Au risque même de paraître cynique, ce que je vais vous dire, toute guerre demande un prix à payer. Et les guerres demandent des vies humaines. Je vous le dis en toute sincérité comme je le pense. Un soldat mort sur la frontière a protégé sa famille. Et je mets beaucoup de sens dans cette mort. Beaucoup de sens. Je ne mets pas autant de sens d'un Arménien qui reste dans un bloc opératoire parce que le médecin n'est pas compétent. Je ne mets pas autant de sens dans la mort d'un Arménien qui est mort parce que, suite à un accident, parce qu'il y avait un chauffard ivre, etc. La mort fait partie de nos vies. La mort fait partie de nos vies. Mais ce que font ces soldats, certes, ils meurent, et c'est tragique, c'est dramatique, bien sûr. Mais je le dis en toute sincérité, il y a un très grand sens. Il y a un très grand sens ce qu'ils font, parce que, je vous promets, il prévient, il empêche qu'un deuxième génocide des Arméniens se déroule aujourd'hui. Et croyez-moi, j'aurais préféré, je vous le dis, je vous promets, j'aurais préféré qu'il y a 101 ans, quelques, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 100 000, 200 000 soldats arméniens, si on avait une armée à l'époque, se sacrifient pour sauver les 1 300 000 Arméniens, en fait, des massacres et de ce génocide. J'aurais préféré. C'est le prix à payer, nos soldats le font, le payent, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort au Karabakh. C'est ça la situation et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils ne se battent pas pour un terrain, ils ne se battent pas pour imposer une domination à qui que ce soit. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort sans exagération. Sans exagération. Mais dans ma question, il n'y avait pas de doute de ça. Moi, j'ai peur que l'Azerbaïdjan, quand il va, enfin, l'armée qu'il a, la Turquie qui est derrière, qui provoque sans arrêt, quand ils vont se décider, est-ce qu'on aura la force de... Alors, à mon sens, si la Turquie entre en jeu, non, si la Turquie entre en jeu, évidemment, ce sera un déséquilibre. Mais là, les alliances fonctionneront, je pense. Je suis convaincu que les alliances, notamment avec la Russie, fonctionneront mieux. Juste rajouter une chose, les jeux d'alliance, etc., tout le monde a sa théorie, même là-bas, les Russes, les Américains, etc., nous on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire à 100% qui fait quoi. Je peux juste vous dire que si il y a un peuple qui est déterminé à
à défendre sa liberté, sa vie, même que ce soit Poutine ou Obama, que ce soit les États-Unis, je veux dire que ça leur fait peur, il n'y a personne qui pourra nous vaincre si nous on reste unis. Maintenant, les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Français, etc., on ne sait pas. La seule chose, c'est nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici, c'est ramasser de l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est Napoléon qui disait il faut 3 choses pour faire la guerre, l'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas, on n'a pas cette force de frappe, on n'a pas des milliards, etc., mais en diaspora, on est capable de ramasser plus que ce qu'on a ramassé. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer plus d'argent, on est capable de contribuer plus à cette guerre-là. Et nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas, on s'en fout à la limite. Les Français, ils ont du business avec l'Azerbaïdjan, tant mieux pour eux. Nous, on aurait fait pareil. Aujourd'hui, nous, il faut c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on fonce tête baissée, qu'on ramasse de l'argent, qu'on l'amène là-bas, qu'on participe, qu'on se rapproche du Karabakh. Donc, c'est pas vraiment une question, mais une inquiétude. Je pense qu'elle est partagée par tout le monde. Tout à l'heure, l'un des intervenants, une des personnes qui a été au Karabakh, nous a demandé si on connaissait des gens qui s'y connaissent en drone. Moi, personnellement, ça m'inquiète parce que si c'est à ce niveau-là, si je connais quelqu'un qui se connaît en drone, aujourd'hui, face à l'armement de l'Azerbaïdjan, on nous demande si on connaît des gens qui se connaissent en drone. Moi, ça m'inquiète, quoi. C'est pas... qu'est-ce qu'on peut faire trouver des gens qui se connaissent en drone en France? C'est écart entre l'armement de l'Azerbaïdjan et la... Madame, moi vous savez, moi quand je suis parti au Karabakh, c'est parce que j'avais peur. Je me suis dit, ça va se terminer, et j'ai pas envie de vivre sans arménité, et je vais là-bas pour faire ce que je peux. C'est pour ça que je suis parti. Quand je suis revenu, j'ai compris quelque chose. Vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris, côté arménien, 100 morts, 14 chars détruits. Côté azéri, 2000 blessés, dont 800 morts, 24 chars détruits, 2 hélicoptères, 5 unité d'artillerie, 3 drones. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est que eux, là-bas, vous inquiétez pas, ils ont le moral, ils ont la force pour se battre. Certes, niveau équipement, ils sont moins bons. Non, mais certes, ils sont moins bons, mais il ne faut pas avoir peur. Si on ne s'y connaît pas en drone, eh ben on va apprendre à faire des drones, c'est pas grave. Et si on ne peut pas apprendre à faire des drones, on va en acheter. Maintenant, ce qu'on a besoin, nous, c'est de votre soutien financier. Nous, on est prêt à repartir là-bas pour rapporter l'argent sur place. Mais on a besoin de votre soutien financier. Donc, c'est pas histoire de savoir où on peut faire des drones. Des drones, il y en a, on peut les acheter. Il nous faut de l'argent. C'est aussi simple que ça, madame. N'ayez pas peur, eux, ils se battent comme des lions. Nous, on va les aider comme on peut d'ici. Juste rajouter un petit truc, ils ont des grandes compétences techniques. Seulement nous, pour aider, on ne peut pas se mêler à leur programme et en faire partie et participer. Nous, on peut aider de l'extérieur. S'il y en a qui savent faire des drones, qui peuvent amener quelque chose de plus, qu'ils le fassent, c'était dans ce sens-là. C'est pas, eux n'ont pas de drone, ils ne savent rien faire, donc nous, on va aller amener cette technologie. Aujourd'hui, il y en a, il y a tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça? C'est ça le Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre initiative. Chacun a essayé de faire un petit peu ce qu'il pouvait, mais je pense que votre action est vraiment unique et elle mérite naturellement d'être soutenue à 600%. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est effectivement quelque chose de très positif. Et donc je pense que moi, je vais essayer de participer aussi à votre action. La deuxième question, je voulais un peu rebondir sur ce que les différents intervenants ont dit, sur la situation actuelle sur place. J'ai entendu des paroles comme quoi, effectivement, l'Azerbaïdjan n'avait pas la volonté d'aller jusqu'à Stepanakert. Et moi, je suis convaincu que si.
c'est leur volonté. Et je peux vous dire qu'ils se sont largement préparés pour y arriver. Ils ont acheté à la Russie. Que fait la Russie? La Russie, qui est censée être l'allié de l'Arménie, envoie donc le maximum d'armement, Israël pour ne pas le citer aussi également, pour tuer nos soldats. Donc tout ça, l'Arménie se retrouve totalement, effectivement, isolée. Donc avec une pression qui est faite par les Russes qui se marrent, parce que ça les fait, effectivement, il n'y a pas de soutien de la Russie diplomatiquement par rapport, effectivement, au Karabakh, on nous demande de céder des terres. Voilà, une pression qui est faite sur le gouvernement arménien. Les moyens qui sont mis au niveau militaire par l'Azerbaïdjan, que fait le gouvernement arménien? Les milliards qui sont effectivement pris par les oligarques et compagnie, est-ce que ces gens-là sont arméniens ou ils sont pour leur poche, hein? Quand le peuple, lui, meurt de faim, que font les oligarques? Est-ce qu'ils vont effectivement mettre les moyens financiers pour effectivement aider l'armée? Parce que ne serait-ce qu'1 milliard ou 2 milliards, ce qu'ils ont largement dans les banques ailleurs, etc., est-ce qu'ils vont les mettre, peut-être ces 2 milliards de dollars ou d'euros pourraient largement nous aider à acheter des armes à nos amis les Russes, des drones? L'armée arménienne a fait un excellent travail. Un excellent travail, c'est absolument extraordinaire. Les Arméniens se battent comme des lions, comme des lions. Les jeunes se sont battus, ils sont morts sur le front. C'est absolument extraordinaire. La population s'est mobilisée. L'Azerbaïdjan attendait effectivement que l'Arménie, qui est dans une situation extrêmement difficile, soit démoralisée. Et je peux vous garantir qu'ils vont continuer, parce qu'ils se sont effectivement mis à la frontière du Nakhitchevan, c'est pas pour une raison si les Russes effectivement nous avaient appuyés, peut-être qu'il n'y aurait pas effectivement ce type de volonté. Donc on se retrouve dans une situation comme en 1915 et 1918, Saddarabad, quand la population s'est réveillée, et d'une seule main, c'est dirigé contre les Turcs. Et c'est seulement les Arméniens, c'est pas les autres, c'est pas les Français, c'est pas les Russes, c'est personne. Nous sommes tout seuls. Donc la question, s'il y a une once de patriotisme chez les gens qui dirigent ce pays, qui se bougent les fesses, qui prennent leur argent et qui le mettent dans l'achat d'armes. Bravo. Enfin, je veux dire oui, tu vois, mais pas répondre à ça, tu vois. Oui. C'était un cri du cœur, tu vois ce que je veux dire? J'entends, chacun peut dire ce qu'il a sur le cœur, mais si vous pensez que la solution est de dire ce que les autres vont faire, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit une solution en secteur grave. Hein. Je vous propose de dire ce que nous pouvons chacun faire pour que la situation rentre dans le... je ne défends personne. Je ne défends personne. Si vous avez des noms à dénoncer, à dire, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a 2 milliards sur son compte bancaire, demandez-lui de donner ça aux Arméniens s'ils souhaitent pour que les Arméniens achètent des armes. Mais tout simplement, je voudrais vous rappeler une chose. Je crois que le travail de chacun de nous peut apporter des solutions. Critiquer notre voisin en disant celui ne fait pas ceci, celui ne fait pas suffisamment, malheureusement, je pense que ce n'est pas la solution qu'aujourd'hui le Haut-Karabakh peut avoir et peut obtenir. Et dans ces conditions, vous savez, tout de même on parle d'un pays
qui est le Haut-Karabakh. Là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, vous parlez de l'Arménie, hein, en disant des oligarques. Si vous parlez du Karabakh, je peux vous dire que dans son ensemble, le peuple du Karabakh, que ce soit les pouvoirs comme les soldats, ce sont eux qui sont sur la frontière et ce sont eux qui vivent sur ce territoire. Hein, et ce sont leurs familles qui, avant tout, sont menacées. En fait, eux sont sur place et eux défendent ces frontières. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour avoir ce courage de rester et de se défendre. Il y a beaucoup de manquements, je suis d'accord avec vous, mais honnêtement, dans mon travail quotidien, déçu qu'on vous êtes, je le suis aussi. Mais je me dis que tous les matins, en me levant en disant « ça, ça va pas, l'autre ne va pas, cet oligarque est un pourri », je ne crois pas que ce soit une solution. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une solution. Et c'est par mon travail, par mon engagement, que j'essaie d'apporter une certaine mieux-aller, si j'arrive, pour notre pays, pour notre peuple. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, on va passer à la dernière. On va passer à la dernière question. Merci. یه سایه می‌خواستیم یه روچه. روچه هستیم. ترازیه پنځه ترکمنی. گارین یه وارد اسمی کارچومونی. کشمارج استعصاف ته پایزینگونیره که باشپانی میرن سوغه که باشپانی میرن سندانی که. هرچو باراکان نونه سامانی مسکومه. Pour ceux qui n'ont pas compris la question, parce que j'ai des collègues français qui sont ici aussi. La question est que tout à l'heure on a dit que les soldats arméniens ils se battaient pour protéger leurs terres et leurs familles. La question est donc, est-ce que c'est pareil de l'autre côté? La réponse est non, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est pas les déplacés de la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 90, c'est eux qui se battent. Eux, ils sont à Bakou en mode communication réfugiés. Ceux qui se battent, d'après ce qu'on a entendu là-bas, c'est 80% de mercenaires. Des gens qui sont payés de Daesh, d'Al-Nusra, des Ukrainiens et des Tchétchènes. Voilà, c'est eux qui sont face aux Arméniens. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc non, ils ne se battent pas pour de l'argent, ils ne se battent pas pour leur famille. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous savez, récemment, on a vu aussi à quel point il y avait une méconnaissance du sujet dans la société française, les médias, etc., les responsables politiques, et on a vu une parfaite symétrie dans la description des choses. Hein. On met sur le même plan le Karabakh avec l'Azerbaïdjan en disant les deux s'entretuent en gros, ou s'attaquent, ou s'agressent, donc une symétrie dans le traitement du sujet. Mais il suffit de regarder une carte, pour comprendre que le Karabakh, par sa dimension, par le nombre de ses habitants, si vous ajoutez l'Arménie aussi à la limite, par la position géographique, aussi par ses ressources, ne peut en aucun cas menacer l'existence de l'Azerbaïdjan. Or, quand vous écoutez, sans regarder la carte, pratiquement toutes les semaines les discours du pouvoir azerbaïdjanais, il y a une menace très très claire et très explicite à l'existence du Karabakh dans ce discours. Et on ne peut pas mettre sur le même plan, dire que de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'on se bat pour la même chose? Non, parce qu'il y a une entité menacée et l'autre entité qui menace. Donc ça ne peut pas être pareil. Il ne peut pas avoir des symétries dans cette histoire. Parce qu'il y a une victime menacée qui résiste et qui arrive à résister jusqu'à aujourd'hui, et l'autre qui menace, qui attaque. Donc, en aucun cas, il ne peut pas y avoir un traitement symétrique entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. On a aussi vu de nos yeux la stratégie des Azéris, qui consiste à se mettre derrière leur propre village à eux. On l'a vu dans le Tarouche, je
moi j'ai pas compris au début. On a nos lignes, il y a un village azéri, que des azéris, eux se sont mis derrière et bombardent de là-bas, donc dès qu'on riposte, en fait, il y a des risques pour la population. C'est ce qu'ils ont fait à Khojaly, c'est ce qu'ils continuent à faire ailleurs au Karabakh. Donc eux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, les Arméniens, ils ont conscience qu'en face, le peuple aussi, le peuple azéri les prend en otage. C'est des gens, il y a 24 ans, ils vivaient ensemble, ils se parlaient, ils chantaient ensemble, ils se rencontraient, enfin c'était pas non plus tout rose. Mais en face d'eux, c'est des gens qui sont quasiment, qui viennent des mêmes endroits. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, les Arméniens ont conscience de ça, ils se battent vraiment contre, pour exister. Je veux rajouter aussi une chose, c'est qu'ils ont conscience qu'il n'y a pas que le Karabakh derrière, il y a aussi toute la nation arménienne. C'est-à-dire que si aujourd'hui on perd le Karabakh, c'est ce qu'ils disaient aussi pendant la Première Guerre, il ne restera plus d'Arménie. Mais pas parce que seulement on va perdre des territoires, parce qu'aussi dans le jeu géopolitique, on n'aura plus aucune carte, on n'aura plus rien. On sera juste un petit pays dans le Caucase et on n'aura plus cette force. Je vais finir en disant qu'on vous remercie de votre soutien financier. Et je vous dis en toute honnêteté, on attend la prochaine. On espère récolter d'ici fin novembre pas mal d'argent. On compte repartir fin novembre et l'objectif principal c'est d'acheter des lunettes à vision nocturne, c'est ce qui manque. Parce que sachez que les Azéris, là par exemple on est en journée, oui ça tire mais c'est assez calme, c'est la nuit où les Azéris ils font le plus de dégâts dans le sens où eux ils ont les visions nocturnes et thermiques. Et nous pas assez. Donc je sais que pourquoi est-ce que ceux qui ont des milliards ne donnent pas, c'est la question qu'on se pose tous, mais nous ici on a fait le choix de prendre l'initiative. Tu vois, voilà. On se pose aussi cette question, mais si on reste sur la enfin, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur du Karabakh, si on attend, on sent pourquoi. Nous on fait l'action, tu veux nous soutenir, soutiens-nous, nous on y va, tu vois. Voilà, on avance. Comme vous voulez, on va ouvrir un nouveau litchi. Il va répondre le président de Nazapec. Am microfonul cu se vidi շարունակեմ ես վերջին խոսքերը առաջինացած խոսքերը պիտի շարունակեմ ասելով որ ես իբր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ադենապետի հանգամանքով ես կխոնարհիմ Նազարբեգի երկու երիտասարդներուն իրենց ունեցած քաջության եւ իրենց ունեցած նախաձեռնության քանի որ երկու երիտասարդներ որոնք շատ հանգիստ ձևով կգնան մնալ Ֆրանսիայի արևմուտքը Ֆրանսիայի դված parkերը ապրիլ եւ այսպես ասած քեֆն եւ վայրը որոշեցին մեկ օրեն մյուս օրը ցկել իրենց գործը եւ երթալ սահման դանի գրիլի սահման ոչ թե ճամփան անցնելու սահման մեկ եւ իրեն մյուս երկիրը երթալ դերն ու պատերազմը երթալ դերն ու իրենց կյանքը բնանկի դակտրին ինչու համար քանի որ ինչպես որ ամերիկացի նախագահները մեկը Քենեդին ասա ոչ թե ասկը քեզի ինչ կրնադար, թե թուն ինչ կրնաս տալ ասկին։ Կարևոր չէ թե ուրիշներ ինչ կնեն իրենց տրամով, անիկա մեր գիտնալիքը չէ, մենք այսօր հոս նստած ինչ կրնան գնել։ Նվադագը ոչ թե սորվի դրոն քշել է, չմաճդիգին մասահանտագարագը, դողոց հարցում անիկա էր թե եթե մենք կճանչնանք անձեր, որոնք կրնան մեզի օգտակարել լալ, որովհետեւ ճիշտը հասցնենք հոն, ան է հարցը։ Իրենք այսօր նախաձեռնություն ունեցան հավաքել ցեզի ու ցեր թիմեր ցեզի, որովհետեւ ցեր աջակցություն կանի որ հասկացան թե պետք է հոն ոչ թե հակոստանիլ է կամ չեմ խաղալիք դանիլ է, անալ կարևոր է, բայց այսօրվա իրավիճակի մեջ հոն պետք է հասներ զենք, հոն պետք է հասներ հերաթիտակ, հոն պետք է հասներ դրոն, որովհետեւ իրենք իրենց պաշտպանեին, իրենք իրենց պաշտպանել ինչպես որ ճիշտ ձևով ստեցավ, պաշտպանեին հողը եւ իրենց ընտանիքը։ Ես ավելի չեմ ուզեր խորանալ նյութերուն մեջը, մենք ինչ կրնակներ մենք անոր մասին մտածենք, իրենք կացին, ինչպես որ հասկացա, նորեն ուզեն երթալ, ոչ թե կեֆնելու համար, ոչ թե օգոստոս ամիսը երթալ համար, այլ նոյեմբեր ամիսը լսեցի, նոյեմբեր ամիսը ոչ օդը լավ է, ոչ տուրիստներ կան, իրենք պիտի երթան այնտեղ ցուրտին, ծմերին, փուքին, որպեսզի հասնեն իրենց
Hocam takucular. Şarkı. Bon, ça va, je vais terminer, promis. C'est les dernières paroles. Donc, tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Honnêtement, je vais parler en tant que Nazapé. C'est toujours grâce à vous que nous sommes là. C'est toujours grâce à vous que nous avons la force de continuer. Si vous voulez nous rejoindre, les portes sont toujours ouvertes. On est ouvert à toutes les propositions. On est prêt à faire tout ce qui est en nos moyens pour accomplir les désirs de chacun. Juste pour rajouter, on disait chacun fait à son échelle ce qu'il peut. On a un combat médiatique aussi à mener en France. Moi, je salue énormément ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont allés au front, là où c'est le plus direct. Mais en France, on peut faire beaucoup de choses, notamment médiatiquement. Vous savez que le 20 mars, on a réussi, en faisant une manifestation, à annuler un concert azéri, par exemple. C'est un exemple de combat qu'on peut mener pour empêcher la propagande azéri de sévir en France. J'ai vu sur Ouest France récemment qu'il y a des Français, donc, comme Rachida Dati par exemple, qui ont signé une lettre ouverte contre les Arméniens en dénonçant l'agression arménienne contre les Azéris. Et ça, c'est dans un journal français, rendez-vous compte, c'est quand même énorme. Et je pense que notre travail peut aussi être là. Donc, deuxième travail, c'est l'argent, comme ils ont très bien dit. Donc, on continue le site de donation Litchi. C'est le même site de donation. Donc, en plus du site, dès aujourd'hui, je vous appelle à faire des dons. Il y a Léna et Elise qui sont derrière, qui sont prêts, donc on va enregistrer les noms pour faire les CERFA, les adresses et compagnie. Vous pouvez donner espèce ou chèque, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc je vous invite à, si vous avez envie de donner, à les rejoindre. Merci donc aux garçons, merci à tous ceux qui nous aident tout le temps, merci à tout le monde. Et je vous invite, et sincèrement merci, je vous invite à boire un petit verre pour discuter tranquillement. Merci.